Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Un journalope, c'est un petit chien. Wouh, 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 wouh. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Abruti. Wouh, 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 wouh. Journalopes restitués ne sont pas journalistes. Bienvenue dans les Journalopes, un podcast où ceux qui informent prennent la parole. Ces journalistes qui suscitent souvent un tollé de réaction nous racontent leur métier, leurs galères, leurs doutes autour d'un témoignage. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour. Tu es un grand reporter et une voix bien connue des Français. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, je suis journaliste depuis malheureusement plus de 40 ans. Je suis passé un peu par toutes les radios, par RTL, Europe 1, RMC, France Inter, France Info, dans le désordre. La première grande passion, c'était France Info, juste après sa création en 87. J'ai fait beaucoup de reportages pour France Info et France Inter à l'époque. Tous les conflits, depuis la chute du mur de Berlin jusqu'au 11 septembre et un peu après. À peu près tous les conflits de l'époque, voilà. Et puis après, j'ai fait de la présentation d'émissions. J'ai présenté On refait le monde sur RTL, Europe Soir, à la télé, complément d'enquête. Voilà. Une carrière bien fournie. Je te dis journalope, tu me réponds quoi ? Alors, je déteste ce terme parce que c'est un mélange de journaliste et de salope. Donc, il y a un côté déjà un peu sexiste dans le terme. Et puis, je le trouve très très agressif. Chaque fois sur les réseaux sociaux, chaque fois que je vois quelqu'un qui emploie journalope ou merdia, je le bloque ou en tout cas je le passe. Ça m'intéresse pas. Je suis très intéressé par la critique des médias. Il y a plein de choses à dire sur les défauts de cette profession et des journalistes. Mais le terme de journalope, c'est-à-dire de les traiter de salope avec ce côté sexiste, ça m'énerve. Faut que la critique soit constructive. Toi, la première fois que tu as entendu ce mot, c'était quand ? Le mot de journalope, je pense que je l'ai découvert sur les réseaux sociaux il y a quelques années, que ça revenait très souvent. Même ça m'est arrivé de recevoir des messages. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Est-ce que tu as déjà reçu des insultes ? Est-ce qu'on t'a déjà traité de journalope ou autre chose ? Oui, j'ai eu le droit un peu à tout, mais ça fait partie du jeu, c'est pas très grave. Je me souviens quand je faisais une chronique dans C'est à vous, au début de l'émission, il y avait un forum sur le site de l'émission où les gens pouvaient s'exprimer. Il y a quelqu'un qui, un jour, il dit « Qu'est-ce qui se passe avec son coiffeur ? Il est mort ?» parce que j'avais les cheveux un peu longs. Et quelqu'un répond « Son dentiste aussi », ce qui était plus désagréable parce que les cheveux longs, je les assumais, les dents un peu pas droites, c'est bon, tant pis. Et puis, non, je me souviens d'un tweet terrible aussi quand j'ai remplacé Benoît Duquesne à la présentation de complément d'enquête. Pendant la première émission, je regardais les tweets et un des premiers tweets disait « La mort de Benoît Duquesne est un drame, son remplacement par Nicolas Poincaré en est un autre ». Et c'était violent. C'est très violent. Ouais, c'est violent. Donc, mais bon, voilà, on le sait, sur les réseaux sociaux, c'est un défouloir, chacun anonymement peut dire toutes les saloperies qu'il a envie de dire. Ça, faut l'accepter aussi, hein, ça fait partie du jeu, même si parfois ça peut être un peu douloureux. Les médias t'affiolent. Les médias t'affiolent. Oh, vous pouvez filmer. Un avis sur cette haine qui s'est accentuée envers les journalistes. On sait que c'est une profession qui est vraiment décriée, surtout ces dernières années. Alors, je sais pas si... Bon, il y a ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que je sais pas si la haine s'est accentuée ou si l'expression de la haine est plus visible parce qu'il y a les réseaux sociaux. Il y a 40 ans, je pense qu'il y a plein de gens qui nous prenaient pour des cons, qui nous respectaient pas beaucoup, mais ils avaient pas Twitter et Instagram pour l'exprimer toute la journée, quoi. Donc il y a l'expression de la haine et puis surtout du coup, comme la critique des médias est très présente. Avant, il y avait une ou deux émissions, un ou deux sites internet qui s'étaient spécialisés dans la critique des médias. Maintenant, c'est partout. Hein. Il y a des chaînes YouTube, il y a des... il y a des hommes politiques à la France Insoumise ou ailleurs qui sont très très critiques avec les médias, ce qui est leur droit. Hein. Et puis du coup, à chaque fois, ça entraîne un flot de commentaires qui approuvent, qui diraient, je dirais même plus, c'est journalope, c'est merdia, etc. Bon, c'est spectaculaire. Alors on peut le regretter. Ou on peut s'interroger sur les causes. Effectivement, c'est quand même ça qui est intéressant, s'interroger sur les causes. Coupable ou innocente. Ce soir encore, Christine Villemain conserve son secret. On attendait beaucoup pourtant de la reconstitution de ce matin, destinée à préciser les faits et gestes de la mère de Grégory, le 16 octobre 1984, entre 17h et 17h. En off, on en discutait. Il y a eu des moments marquants dans ta carrière. Il y avait deux affaires dont tu voulais me parler.
L'affaire Grégory ? L'affaire du petit Grégory, c'est surtout, moi, elle m'a frappé surtout parce que je commençais à l'automne 84, je démarrais dans ma première rédaction et je voyais les urgents qui tombaient sur la mort du petit Grégory. Et c'est une affaire qui avait rendu fou les journalistes. Il y en a eu d'autres, des faits divers qui ont donné lieu à un certain nombre de dérapages, mais celui-là était très spectaculaire. La France entière était passionnée. Paris Match a dû faire, je crois, 12 unes de suite ou presque de suite sur le petit Grégory à l'époque. C'était l'ouverture des journaux télévisés, etc. Et les journalistes sont devenus un peu dingues. Ils se sont divisés en deux clans, ceux qui étaient pour Christine Villemain et ceux qui étaient contre Christine Villemain. Ils prenaient position, ils écrivaient, ils allaient sonner chez le juge d'instruction la nuit pour lui dire « Monsieur le juge, on a une idée, on pense que c'est la mère ». Enfin bon, il y a eu, ça a été raconté dans des films, dans des livres, mais il y a eu une sorte d'hystérie collective et de dérapage, et c'est sûr que ça aide pas à la crédibilité des journalistes, parce que sur le moment, je crois que l'opinion suit avec passion, et puis après, au bout d'un moment, ils se disent « Waouh, mais on nous a raconté n'importe quoi ». Puis cette mère de famille qui avait perdu son gosse a été envoyé en prison, puis son mari aussi, le père, après. Enfin, c'est terrible. Oui, c'était un drame terrible. Et après, quand finalement la vérité judiciaire c'est que Christine Villemain, la mère, était complètement innocente, bah forcément, ça laisse des traces. Tous les gens à qui on a dit le contraire pendant des mois et des mois, voilà. Donc, ce genre d'affaires, celle-là m'a marqué parce que c'était ma première, mais il y en a eu d'autres derrière, atteignent notre crédibilité, forcément. Libre, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, retenus en otage en Afghanistan depuis 1 an et demi, ont été relâchés. L'information annoncée par la direction de France Télévisions a été confirmée par le président et le Premier ministre français. Je voulais qu'on parle de l'affaire Hervé Guéquière. C'est un journaliste qui a été pris en otage en Afghanistan, 18 mois, entre 2009 et 2011. On a l'entourage de Nicolas Sarkozy, l'opinion publique, certains même journalistes qui l'ont absolument pas soutenu, voire critiqué de manière virulente. Ça révèle quoi sur notre profession ? Il y avait cette tradition française que, quand on avait un otage, quoi qu'il en coûte, on faisait tout pour le faire sortir. Il y a une bascule sur Hervé Guéquière, c'est assez difficile à comprendre pourquoi, parce que en fait, il était parti faire un reportage avec l'armée en Afghanistan, dans la Kapiska, et ce qu'il arrivait à filmer avec les militaires n'était pas satisfaisant. Ça ne permettait pas de faire un magazine pour France 3, la pièce à conviction qu'il devait ramener. Il n'avait pas assez, il fallait qu'il aille voir de l'autre côté et qu'il demande aux Afghans « Mais qu'est-ce que vous pensez de ce que font les Français ici ?» Sinon, c'était pas un reportage complet. Et donc, il a dit aux militaires français « Merci beaucoup, au revoir ». Et les militaires français lui ont dit « On vous déconseille d'aller côté afghan parce que vous risquez de vous faire enlever ». Il le savait, mais il était obligé, il pouvait pas faire un reportage sans y aller. Il a pris des précautions, il est retourné à Kaboul, il a embauché un des meilleurs fixeurs, il s'est un peu déguisé en afghan, il pensait que ça passerait, et puis c'est pas passé, il s'est fait prendre. Mais il n'a pas été plus imprudent que tous les journalistes que j'ai connus dans tous les conflits. Il y a toujours une part de risque, un moment où pour avoir le reportage, il faut prendre un peu de risque. Lui, pas de bol. À peine il a été enlevé, effectivement, le général Georgelin, qui était le chef d'état-major particulier de Nicolas Sarkozy, a aussitôt dit « C'est de sa faute, c'est un irresponsable, il met la vie des soldats en danger, il nous a déjà coûté 1 million d'euros. » Je sais pas d'où sortait ce chiffre, je sais pas comment l'armée française a pu dépenser 1 million d'euros alors que bon, il s'était pas passé grand-chose encore. Et c'est resté dans l'opinion. Et jusqu'à sa libération, il y a toujours eu cette idée de « Ah, Hervé Guéquière, il l'a bien cherché. » Alors qu'il en a chié pendant sa détention. C'est 18 mois, dont 8 mois tout seul, 10 mois avec son caméraman et leur interprète, donc au moins il pouvait parler, mais 8 mois de solitude totale, où personne ne lui parlait, il dormait sur des pierres qui lui faisaient mal au dos, enfin une nourriture épouvantable naturellement, enfin vraiment ça a été dur. Et quand il est sorti, il y avait toujours ce petit message, et ce qui m'a rendu dingue, c'est qu'il y avait des journalistes qui donnaient raison aux militaires. Il y a des journalistes qui s'étaient laissés convaincre par les militaires, qui disaient « Ah, Hervé Guéquière, il l'a bien cherché, c'était de sa faute ». Ça me rendait dingue, y compris des journalistes que j'ai connus prendre des risques, et qui, quelques années après, venaient sur les plateaux de télé dire qu'Hervé Guéquière était un irresponsable. J'étais fou de rage. En 2020, au micro de Benjamin Muller, sur son podcast que je salue d'ailleurs, il te demande « Les reportages, est-ce que ça te manque ?» Tu lui réponds, je cite, « Non, quand on arrête, il y en a d'autres qui prennent la place, qui sont plus jeunes, plein d'enthousiasme. » Pourtant, 2 ans après, j'ai le souvenir de te voir en Ukraine sur RMC. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Kiev, où Nicolas Poincaré nous attend en direct. Nicolas, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC avec Benoît Ballet. Vous êtes arrivé hier dans la capitale ukrainienne. C'est une ville déserte où les habitants hésitent entre là, en l'occurrence, l'événement. C'est vrai que je faisais du studio et j'étais plus reparti en reportage depuis assez longtemps. Et quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'était tellement inattendu, tellement incroyable, tellement proche, c'est pas loin,
c'était aussi facile. Parce que l'énergie qu'il faut parfois pour obtenir des visas, quand il faut se battre des jours et des jours, alors que les événements sont en cours et qu'il n'y a pas moyen d'y aller parce que vous n'obtenez pas les autorisations ou les visas, ou que les risques sont trop importants, les risques d'enlèvement. En Syrie, par exemple, il y a eu des périodes où ça ne me faisait pas envie d'aller en Syrie. Entre les enlèvements, les machins, les galères... Il y a des grosses prises de risques sur la vie. Et puis surtout, souvent, on n'a pas accès. Souvent, on n'a pas accès à là où ça se passe. On peut avoir un visa des autorités, aller à Damas, mais on voit rien, ou alors aller chez les Kurdes, mais on est loin. Enfin bon, donc voilà. Là, Kiev, c'était, on dit parfois à 2 heures de Paris, ça fait un peu plus de 2 heures quand même, mais effectivement, il suffisait de monter dans une voiture, dans un avion, d'aller en Pologne, et on était à Kiev quelques heures après. Donc un événement aussi important, aussi proche de nous, j'ai tout de suite dit on y va, et à RMC m'ont dit oui, fonce. Tu as couvert le génocide au Rwanda en 1994. Quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle au Congo, est-ce que tu n'es pas non plus tenté de retourner dans la zone vu que tu as une certaine expertise, une certaine connaissance du terrain? Alors il faudrait sans doute, parce que c'est vrai que cette guerre au Congo, depuis des années, elle dure et on n'en parle presque pas, parce qu'elle est très très compliquée, parce que les chiffres des victimes sont effrayants, vraiment effrayants. Je pense qu'on peut parler de millions de morts sur 20 ans, mais en même temps, c'est très espacé dans le temps aussi et dans les lieux, donc c'est pas un conflit où on peut se poser à un endroit et avoir accès et pouvoir facilement raconter. Mais c'est vrai que ça fait partie des conflits sous-traités dont on parle souvent. Il y a le Soudan, pareil, depuis 20 ans. Le Soudan et le Rwanda, c'est 2 conflits très meurtriers, terribles, et qui sont mal couverts. Alors, pour des mauvaises raisons, il y a souvent on entend dans les rédactions « Ah, mais l'Afrique, ça marche pas, l'Afrique, ça intéresse pas les gens », et de fait, les audiences sont pas bonnes. Hein. En radio, on sait pas, parce qu'en radio, on n'a pas les audiences immédiates, mais en télé, on sait, hein, quand vous faites un envoyé spécial sur le Soudan, vous plombez l'audience, quoi. Donc, ils le font quand même, hein, de temps en temps, mais ils le font pas tout le temps. Et puis, encore une fois, c'est dur à couvrir. Le Soudan, c'était extrêmement cher. C'était très difficile, la guerre elle avait lieu pendant des années au Sud-Soudan, et c'était très sporadique, il y avait une attaque d'un puits de pétrole, il y avait des villages qui étaient brûlés, mais le temps de l'apprendre et d'y arriver, il s'y passait plus rien, et puis souvent il fallait y accéder que par des petits avions privés, ça coûtait très très cher, il y a que les grands médias qui pouvaient se l'offrir, et généralement ça ramenait pas des reportages très, très spectaculaires, donc voilà, ce sont des conflits un petit peu difficiles à couvrir, et il faut bien reconnaître que la Birmanie, ça a été le cas aussi longtemps parce que c'était difficile d'accès. Il y a des conflits qui sont très difficiles d'accès et qui intéressent pas beaucoup les gens. Et quand vous avez les deux, voilà, ça donne des conflits pas couverts. Et ce qui se passe au Kivu aujourd'hui, à l'est du Congo, en est un. On sait qu'il est impossible de rentrer dans Gaza à l'heure actuelle. Si on te dit qu'il y a la possibilité d'y aller demain, tu fais quoi, sachant qu'il y a 150 journalistes morts selon Reporters sans frontières? Ah non, mais je crois que tous les reporters du monde, si on leur donne la possibilité de rentrer à Gaza, ils rentrent à Gaza. Hein. C'est tellement scandaleux que depuis si longtemps, les journalistes soient interdits de séjour. Dans un premier temps, on peut comprendre, il y avait des raisons militaires éventuellement, mais là, sur 1 an et demi, ça tient pas, quoi. Les Israéliens ont pas le droit d'interdire la presse, leur presse. Enfin, c'est une démocratie, Israël. Ils devraient ouvrir la porte. Et puis, il faut rajouter que les Égyptiens pourraient le faire. Et ont aussi choisi de ne pas le faire, hein, d'ouvrir les portes. Résultat, on peut pas y aller. Et si on pouvait y aller, évidemment, on irait. En plus, il y a eu des périodes de très, très forts bombardements où, effectivement, beaucoup de journalistes palestiniens sont morts. Mais en ce moment, même si les bombardements ont repris à l'heure où on parle, là, c'est quand même beaucoup... Enfin, ça me semble pas spécifique, si dangereux que ça. Et puis, on peut toujours aller avec les ONG, on peut toujours aller dans les hôpitaux. Enfin, il y a plein de choses à faire qui sont pas très dangereuses. Hein. C'est pas plus dangereux que l'était Grozny pendant les bombardements russes, que l'était sans doute Sarajevo pendant les bombardements serbes. Enfin bon, il y a toujours... Non, mais si on pouvait aller à Gaza, bien sûr, on irait à Gaza. Tu évoques ton retour à la maison et que tu es extrêmement frustré que l'on ne s'intéresse pas à ce que tu as vécu. Du coup, je me suis posé la question, à qui on se confie dans ces moments-là? Alors oui, en fait, c'est pas je comprends que quand on rentre,
que ce soit au boulot ou à la maison, en famille, nous, on est plein de tout ce qu'on vient de vivre, avec un besoin de raconter. Et en face, on a, par exemple, ma femme à l'époque, qui, elle, a vécu aussi des choses, a amené les enfants à l'école, a besoin de voir que je parle aux enfants, etc. Et donc, on est un peu, au début, surtout, on est un peu dans une situation difficile, où on a envie de beaucoup raconter et on ne reçoit pas l'écoute qu'on espérait. Et au bout d'un moment, j'ai compris, je me suis dit, mais c'est normal, ils s'en foutent de Sarajevo, mes enfants. Ma femme, elle n'a pas envie non plus pendant des heures et des heures que je lui raconte tous les détails. Donc, et au bureau, pareil, les confrères, les rédac chefs, par politesse, ils disent comment ça s'est passé, ils sont d'accord pour écouter quelques minutes, mais pas non plus Donc, en fait, j'ai fini par comprendre qu'il fallait prendre sur soi, qu'il fallait prendre conscience que c'était normal que votre entourage n'ait pas envie d'écouter des heures d'histoire et les garder pour soi. Et alors, du coup, on échange avec ceux que ça intéresse, c'est-à-dire ceux qui étaient là-bas. Le Rwanda, par exemple, aujourd'hui encore, j'en parle assez peu autour de moi parce que j'ai pas l'occasion et pas envie, et puis il n'y a pas de curiosité particulière des gens qui m'entourent. Mais par contre, il y a un certain nombre de journalistes avec qui j'étais là-bas. Dès qu'on se revoit, c'est-à-dire régulièrement, on reprend la conversation là où on était et on ne parle que de ça. Moi, j'ai un ou deux copains journalistes, ça fait maintenant 30 ans qu'on se revoit et qu'on continue à se raconter des histoires du Rwanda. Donc il faut en parler avec ceux que ça intéresse, avec ceux qui... J'évoque ce sujet parce qu'on sait que la santé mentale, c'est un sujet qui est actuellement pas à la mode, mais qui revient beaucoup. Et je me demande, quand on est grand reporter et qu'on voit des gens mourir sous nos yeux, qu'on sent l'odeur du sang, qu'on est constamment confronté à la violence, est-ce que il serait peut-être pas intéressant de mettre en place certaines choses, je sais pas, des cellules psychologiques, des rendez-vous avec des psychologues, ou parce que certaines personnes peuvent être traumatisées, ça peut laisser des séquelles. Alors ça existe maintenant, dans la plupart des grands médias, c'est obligatoire quand on rentre de reportage à RMC. Quand je suis rentré du 7 octobre d'Israël, j'ai été appelé par une psychologue qui m'a posé 2-3 questions, et puis surtout qui m'a dit qu'elle était disponible si j'en avais besoin, même plus tard, etc. Bon, là en l'occurrence, je lui ai dit que ça allait et que j'en avais pas vraiment besoin, mais en tout cas c'est bien que ça existe, quoi. Après, c'est récent, après le Rwanda, aucun journaliste avait l'idée même de se dire quand même on a vu des choses horribles, je vais aller voir un psychologue ou un psychiatre. On aurait peut-être dû, mais personne l'a fait. Et après, effectivement, moi j'ai connu des journalistes qui pétaient des câbles, il y a eu des suicides autour de nous. Il y a un journaliste du Figaro qui s'est suicidé en Croatie, il supportait plus. Mon ami Paul Marchand à Sarajevo aussi, qui était un journaliste indépendant, très haut en couleur, très connu, qui s'est pendu aussi quelques temps après son retour en France. Donc ça laisse effectivement des traumatismes, mais c'est bien qu'on s'en occupe. Mais il n'y a pas de solution miracle. C'est pas parce que tout le monde va voir un psychologue au retour qu'il n'y aura pas de séquelles à long terme. Et c'est assez difficile à mesurer. Ça existe. Il y a des journalistes qui se remettent pas de certains conflits. Il y en a qui deviennent dingues. Il y a des gens qui sont encore braqués sur ce qui s'est passé au Rwanda. Et à la limite, je comprends. Mais je comprends qu'un journaliste puisse ne pas se remettre du Rwanda. Et puis, on peut aussi s'en remettre. On peut aussi avancer. Mais bon, on garde quand même à chaque fois une petite blessure, sans doute, quand même. On est à l'Institut européen du journalisme et je te remercie pour ta venue. J'ai pas mal de camarades de promo qui veulent devenir grands reporters comme toi. Si tu avais un conseil à leur prodiguer, ce serait quoi ? Alors en fait, il y a un peu deux filières pour devenir. Moi, soit on rentre, c'est ce que j'ai fait dans une petite radio, puis après dans une moyenne radio, puis après dans une grande radio, et on est petit reporter, et puis moyen reporter, et puis grand reporter. Bon, et puis les événements font que voilà, on finit par se retrouver envoyé par Radio France, en l'occurrence c'était radio à Sarajevo, pour des longs séjours, et puis voilà, on est grand reporter. Bon, ça c'est la première filière, sans doute la plus facile. Mais il faut commencer un peu modestement, quoi. Faut pas débarquer dans une radio en disant poussez-vous, je veux partir à la guerre, parce que bon, il faut faire ses armes, il faut aimer le reportage, faut avoir une énorme curiosité. Moi, j'adorais partir sur un feu de poubelle, quoi, sur un accident sur l'autoroute. J'étais très très curieux de tout, quoi. J'aimais bien le côté news, aller voir là où ça se passe, et donc j'ai commencé par des accidents sur le périphérique, et puis après on
on va plus loin, quoi. Donc ça, c'est une première façon. Et puis l'autre façon, j'en ai croisé beaucoup, et souvent je les admire beaucoup, c'est des jeunes qui ont vraiment envie de faire que de l'étranger, ça les intéresse pas de faire les accidents du périphérique, et donc eux, ils veulent tout de suite partir là où ça se passe, et donc ils vont s'installer comme pigistes. Alors ces dernières années, il y en a beaucoup qui sont allés dans le monde arabe, après les révolutions arabes de 2011. Avant, il y en avait qui étaient partis dans les années 90 à Sarajevo. Il y a des jeunes, j'en ai connu, des Rémi Ourdan, qui ensuite est devenu un reporter très important au Monde, Paul Marchand, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'est suicidé. Ce sont des types qui sont partis sans rien, avec leur petite bagnole, quelques dollars en poche, et puis ils sont installés à Sarajevo, et ils ont appelé les radios en disant « Ah ben, il y a encore un bombardement aujourd'hui, est-ce que ça vous intéresse ?» Et en fait, comme il n'y avait pas grand monde là-bas, ils ont fait leur chemin. Et donc, à Kiev, pareil, il y a une génération. Il y a plusieurs filles très très talentueuses qui sont parties sans aucune garantie, sans rien, et qui se sont dit c'est là-bas que ça se passe, allons-y, et puis qui ont fait leur chemin, qui sont devenus correspondants du Figaro, correspondants de la radio suisse romande, correspondants de Radio France, enfin qui se sont vraiment imposés en s'envoyant soi-même, quoi. Donc soit on s'envoie soi-même, on s'auto décrète envoyé spécial et on part, c'est courageux. Soit on attend qu'on fait son chemin dans un média jusqu'à ce que ce média vous fasse confiance pour vous envoyer, quoi. Avec tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, comment tu vois l'avenir du journalisme ? Alors la nouveauté, donc que je maîtrise pas parce que je suis un peu vieux con sur la matière, c'est qu'effectivement maintenant ça éclate, quoi. Avant, quand j'ai démarré, il y avait 3 radios, 2 télés ou 3 télés, et donc on se connaissait les uns les autres, on maîtrisait, voilà, c'était plus simple, quoi. Maintenant, le journalisme, il est complètement éclaté, c'est-à-dire que tout le monde peut l'être, quoi, et avec des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont la parole, il y a beaucoup plus de regards sur les événements qu'on peut lire. Moi, je passe beaucoup de temps sur Twitter et je lis des choses qui me passionnent, et qui sont parfois faites par des journalistes étrangers que j'aurais pas pu lire il y a quelques années, des journalistes amateurs, des journalistes jeunes, enfin, il y a tout, quoi. Et puis, il y a aussi du coup beaucoup de difficultés à faire le tri. Moi, ce que je trouve très dur aujourd'hui, c'est par exemple, si on prend les événements qui ont eu lieu à Amsterdam à l'occasion d'un match de foot d'une équipe israélienne. On a dit tout de suite qu'il y avait des supporters israéliens qui avaient été pourchassés dans les rues d'Amsterdam. Les autorités hollandaises ont dit que c'était ce qui s'était passé de pire depuis 1945, etc. Et puis après, on a vu que les supporters israéliens eux-mêmes avaient commis des violences, et que même peut-être ils avaient commencé, que les premières violences, c'était plutôt la veille du match par des machins. Et puis on lit, on n'arrive pas, on voit 2 vérités radicalement différentes, on n'arrive pas à savoir qui a raison, on s'aperçoit au bout d'un moment que les deux ont raison, il s'est passé ces 2 choses que je viens de décrire, des violences des 2 côtés, et puis on ne mesure pas le degré, parce que personne n'est là pour dire, il y a X blessés, il y a combien de morts ? 0, heureusement. Combien de blessés ? Pas tant que ça, ni d'un côté ni de l'autre, etc. Et on n'arrive pas à voir l'ampleur. Moi, encore aujourd'hui, je mesure pas exactement ce qui s'est passé. Et du coup, je trouve que c'est terrible, parce que il n'y avait pas ça avant. Aujourd'hui, il y a des événements comme ça, et on pourrait en citer plein, où je passe le week-end entier à essayer de comprendre, à mesurer l'ampleur de ce qui s'est passé, si c'est très grave, très très grave, moyennement grave, qui est responsable de qui a... Voilà. Et on n'y arrive pas. Et donc ça, le journalisme de demain, ce sera de plus en plus d'essayer d'apporter de la rigueur, d'apporter de la précision factuelle, d'apporter des chiffres, des bilans. C'est pas la même chose pour quand il y a un mort et quand il y a 10 morts et quand il y a 1 million de morts. Enfin bon, c'est très très important d'être précis sur les chiffres. C'était Nicolas Poincaré pour les Journalopes. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Un petit like, un petit commentaire. On peut toujours aussi partager. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Un journalope, c'est un petit chien. Wouh, 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 wouh. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Abruti. Wouh, 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 wouh. Journalopes restitués ne sont pas journalistes.